Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le paiement en crypto rendu mainstream par la carte. Axel Catlan, CEO et cofondateur de Coulipa. Dans les pays en voie de développement, et là, pour moi, c'est là où il y a vrai besoin, et c'est pour ça qu'on accélère là-dessus, c'est vraiment, j'ai besoin de détenir du dollar. Jusqu'ici, et on a fait l'expérience en Argentine, jusqu'ici, tu allais acheter du dollar papier avec tes pesos papier, tu as vraiment l'impression d'aller acheter de la drogue. C'est-à-dire que tu vas à l'arrière du magasin avec quelqu'un qui a des piles de billets là, limite il a son fusil à pompe derrière lui au cas où il se fait braquer, et tu as vraiment l'impression d'aller acheter de la drogue. Parce que c'est illégal, c'est admis que voilà. Et en fait, il y avait des faux, c'était compliqué d'aller en acheter quand même, voilà. Et donc les gens se rabattent sur le dollar digital. Ce passionné des paiements, membre de la mafia Spendesk, nous donne un aperçu des fondamentaux de cette jeune start-up qui vise à rendre accessible la crypto au plus grand nombre grâce aux cartes de crédit. Axel a une expérience assez exceptionnelle sur toute la chaîne de valeur du paiement et nous explique avec minutie où Coulipa se positionne dans toute cette tuyauterie. Nous décryptons le premier cas pratique avec le wallet Argent et détaillons la nature de la collaboration avec Mastercard, une innovation qui peut véritablement révolutionner l'accès aux stablecoins dans des pays à forte instabilité financière comme l'Argentine. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Axel. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour parler de toi et de tous tes projets. Il y a plein de choses super chouettes à raconter sur ton actu. J'aurais aimé que tu te présentes à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. D'accord. Donc moi je me suis souvent présenté aux investisseurs comme le field engineer de ma boîte, parce que j'ai une formation technique à la base, mais j'ai très vite compris que coder toute la journée ne m'intéresserait pas vraiment. Donc j'ai très vite évolué vers le produit. Et je suis passé par plein d'industries. J'ai fait de l'automotive, j'ai fait du consumer electronics. Et un jour, presque par hasard, je suis tombé dans le paiement en obtenant un job chez Mastercard. Et alors là, complètement par hasard, je suis tombé dans l'équipe la plus technique quasiment de tout Mastercard. C'est les nerds du paiement qui définissent le protocole de communication entre la carte et entre le chip de la carte et le terminal, qui sécurise cette communication, qui essaie de comprendre pourquoi un téléphone fait une transaction moins vite qu'une carte sur un terminal contactless. Voilà, donc des gens très bas niveau dans la carte. Et je suis resté 1 an et j'ai appris quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur le paiement, ce qui m'a permis derrière d'évoluer chez Mastercard d'une manière super intéressante. À New York, tu étais à New York là. J'étais en Belgique là. Ouais. J'étais à Waterloo qui est le headquarter européen et qui était le Excellence Center du chip, ce qu'ils appellent Chip Excellence Center. Je pars à New York pour Mastercard et là j'ai une opportunité géniale qui est d'accompagner d'un point de vue produit et tech Google, Samsung et Microsoft pour développer Google Pay, Samsung Pay et l'équivalent chez Microsoft qui est mort malheureusement avec Windows for Mobile. Mais vraiment l'idée c'est de travailler avec leurs équipes produits et tech pour développer le meilleur wallet, sachant qu'ils le savaient pas, mais Apple Pay aussi était en train d'être développé en parallèle. Et donc, une expérience géniale de travailler avec ces équipes tech. Je fais ça pendant 1 an et demi, le temps qu'on lance les wallets. Et après, on me dit, en fait, tu sais par cœur comment marchent toutes les technos de wallets et tout ça, et la techno Mastercard qui permet de créer ce clone de carte qui vient dans un téléphone pour pouvoir faire une transaction par carte. Donc, c'est le plus à même d'aller évangéliser le monde pour lancer Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay partout dans le monde avec toutes les banques qui veulent émettre avec Apple ou Google des cartes tokenisées. J'ai voyagé dans le monde, j'ai fait le Japon, la Colombie, l'Arabie Saoudite, accompagner les banques pour leur dire vous inquiétez pas, c'est pas grave. Oui, Apple et Google se rapprochent un petit peu plus de vous, mais ça va bien se passer, tout va bien. Vous avez encore la main sur ces cartes. Si jamais vous voulez les détruire, vous pouvez. Si jamais quelque chose se passe pas bien, c'est pas parce qu'elle est dans le téléphone qu'elle vous échappe. Et donc, j'ai cramé mon bilan carbone pour à peu près 25 générations à voyager le monde depuis New York pour faire tout ça. Et ensuite, une fois que toutes ces cartes, toutes les grosses banques avaient été lancées, j'ai eu l'opportunité de rentrer en France, de bosser. Alors, ça a été un petit peu
une tentative de me dire peut-être que la banque c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si difficile de transformer une banque, faire de la transfo digitale dans une banque. On va tenter. On a fait du paiement, on comprend le paiement, allons faire du crédit, allons faire des trucs un peu plus évolués. Et là, je choisis de rentrer à la BPCE avec Yves Tirode qui arrivait de la SNCF. Je me suis dit, s'il y a une banque qui arrivait à se transformer, c'est la BPCE. C'est pour moi, enfin, ça faisait partie. En tout cas, dans le monde du paiement, c'était une des banques les plus avant-gardistes. Ouais. Et donc, je me suis dit, allons-y. J'ai détesté un an. J'ai tenu un an. J'ai détesté vraiment. J'aime bien que mon énergie est transformée en produit avec un taux de transformation assez élevé. Et là, c'était laborieux, c'était compliqué, c'était politique. J'ai détesté et... J'ai eu un autre son de cloche avec Payplug. J'ai eu Antoine Grimaud il y a quelques semaines. Ouais, mais lui, il est arrivé... Alors, parce que j'ai connu Antoine quand il est arrivé à la BPCE. Et Antoine, avec Camille... Ouais. sont arrivés et ont dit à la BPCE, alors vous nous laissez tranquille, vous venez nous acquérir, mais vous nous laissez tranquille. Les chargés d'affaires qui distribuaient Payplug avaient droit d'envoyer un lead, mais c'est tout. Fallait surtout pas que la BPCE rentre chez Payplug. Il l'a dit. Ouais. Donc oui, il a réussi à avoir son précaré, à conserver son précaré malgré le rachat. Alors la BPCE part avec ce modèle de banque où chaque banque et caisse locale ait son propre PNL, sa propre licence. C'est un modèle inversé où la transfo est plus difficile à pousser au niveau national. Mais bon, c'est je pense une des banques qui arrive quand même pas trop mal. Donc je fais ça pendant un an, ça se passe pas, ça va pas assez vite pour moi. Et donc j'ai l'opportunité de rejoindre une toute petite banque qui faisait partie du groupe Travelex, qui s'appelait Ditto Bank. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.